Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence de la petite enfance que nous organisons avec la mairie du 14e arrondissement, donc une fois par mois. Et donc l'objectif de ces conférences, c'est de vous donner des conseils, chers parents, par rapport à, je dirais, l'éducation de vos enfants, notamment vos enfants en bas âge. Et donc ces conférences-là ont pour thème tout ce qui est sommeil, alimentation, etc. Et vous pouvez retrouver ces conférences sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Donc, n'hésitez pas à revoir ces conférences et à les partager auprès de vos amis ou familles qui peuvent être intéressés par ce type, évidemment, de thématique. Donc, aujourd'hui, on avait parlé il y a un mois de l'alimentation des enfants tout petits. Et donc là, on va passer à l'étape suivante avec l'alimentation de l'enfant jusqu'à 3 ans, avec deux intervenantes qui étaient déjà là, et je les remercie de revenir nous voir, Madame Agnès Guichois et Madame Marilyn Vildina. Euh, vous pouvez aussi noter dès maintenant la prochaine conférence qui aura lieu le 13 décembre sur le sommeil, cette fois où on passera à notre thème, toujours à 13 heures et toujours avec le même lien Zoom. Écoutez, je vais présenter rapidement les deux intervenantes. Alors, Madame Vildina, infirmière puéricultrice depuis 2006. Vous avez exercé dans plusieurs services, maternité, néonatologie, protection de l'enfance, et vous enseignez aussi auprès des professionnels de santé. Et donc, vous avez obtenu un diplôme intitulé Le psychisme face à la naissance. Et vous êtes aussi éducatrice en santé environnementale. Et donc, on vous remercie de revenir à nouveau. Et donc, Agnès Guichois, vous êtes diététicienne depuis 10 ans. Vous consultez en cabinet médical et depuis 4 ans au sein d'un cabinet de sage-femme. Vous êtes formé à l'éducation thérapeutique du patient et vous animez plusieurs ateliers pour des réseaux de santé au sujet de la santé périnatale. Et vous concevez, animez des ateliers ludiques autour de l'alimentation et de la prévention. Donc, merci beaucoup, mesdames. Donc, je vais faire l'introduction et je vous laisserai pour une autre réunion. En tout cas, je vous laisse entre de bonnes mains et Caroline aussi est là donc, pour ma fidèle collaboratrice pour gérer aussi cette conférence que je remercie. Donc, Agnès et Marilyn, je vous donne la main. Peut-être Agnès, je crois, pour commencer, pour partager votre écran. Et chers parents, n'hésitez pas aussi à interagir, hein, soit par le chat, soit en ouvrant le micro, parce que c'est aussi important que ce soit interactif. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci à vous. Compris. Alors du coup, effectivement, le mois dernier, nous avons pu voir la diversification alimentaire de l'enfant. Donc à partir de 4 mois jusqu'à... on est allé à peu près jusqu'au 1 an de l'enfant. Et donc aujourd'hui, on va parler vraiment plus spécifiquement de l'alimentation de l'enfant de 1 à 3 ans. Alors, à partir de 1 an, l'enfant commence vraiment à manger comme un grand. Donc avec des quantités qui vont être adaptées à ses besoins, mais on a déjà les bases en fait d'un repas équilibré, on a déjà les différents composants du repas qui sont présents et on va avoir aussi des textures qui vont être déjà très proches. On est déjà sur des textures avec des petits morceaux. On commence également à donner des crudités. Donc, progressivement, on se rapproche vraiment de plus en plus d'un repas, d'une alimentation qu'il aura pour la suite de sa vie. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un point sur les différents aliments qui vont composer ces repas. Donc, on part sur une base de 4 repas par jour et je vais vous détailler euh, pourquoi chaque famille d'aliments va être importante et intéressante pour votre enfant. Donc, on va partir sur 4 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Alors, à chaque repas, on va avoir une présence de féculents. Donc les féculents, ça va être tout ce qui est céréales, légumineuses,
tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, pain, mais aussi tous les autres tubercules, igname, manioc, patates douces. On a les bananes plantains, on a les autres types de céréales, euh, donc tout ce qui est maïs, euh, l'orge, l'avoine, le blé. Donc tous ces éléments-là font partie de la famille des féculents, ainsi que les légumineuses. Donc là, on va avoir les lentilles, les haricots, les pois chiches, euh, toutes sortes de haricots secs. Toute cette famille d'aliments, c'est l'élément vraiment qui va apporter de l'énergie à vos enfants. C'est aussi ce qui permet de ne pas avoir faim entre deux repas. Donc ça va être un élément qui va se retrouver au moins aux trois repas principaux. Excusez-moi, je vais brancher l'ordinateur. Donc ces éléments vont se retrouver au moins au petit déjeuner et au dîner. Et selon, ça peut aussi être apporté au goûter, selon l'activité, selon l'appétit, selon la période de croissance. Ça va être un élément qui va pouvoir également être présent au goûter. Donc ça va être vraiment ce qui va donner de l'énergie, ce qui va être le carburant en fait pour votre enfant. En général, ce n'est pas la famille d'aliments qui va poser le plus de problèmes. Ce sont des aliments qui vont être facilement acceptés, qui vont être facilement consommés par vos enfants. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, et notamment, on va en parler, il y a une période un petit peu spécifique à cet âge-là, ça va être au niveau des légumes. Donc les légumes, on va les proposer aux deux repas principaux, donc le déjeuner et le dîner. Et ce sont des éléments vraiment importants, que ce soit pour la digestion, pour l'apport en vitamines, pour l'hydratation, pour l'apport en fibres également, pour l'apport en minéraux. Donc les légumes, on va les proposer le midi, le soir, que ce soit sous forme de crudité ou sous forme cuite. Ça va être des éléments qui vont être intéressants à donner à vos enfants. Ensuite, on a aussi tout ce qui est aliments protéinés, comme la viande, le poisson ou les œufs. On a commencé à le voir dans l'atelier précédent, mais je vais le rappeler aujourd'hui. Euh, En fait, au niveau des quantités, on va être vraiment sur des quantités qui vont être adaptées aux besoins de l'enfant. Et il y a un repère simple. À partir de 1 an, on peut être sur un apport de 15 à 20 grammes de viande ou poisson ou œuf par jour. C'est pas par repas, c'est sur toute la journée. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente, imaginez le steak haché classique qui fait à peu près 100 grammes. On le divise en 10 parties et donc on va avoir une petite part de ce steak haché qui va représenter 10 grammes. Donc 15 à 20 grammes à partir de 1 an, c'est vraiment une petite quantité. Et au fur et à mesure que votre enfant va grandir, on va pouvoir lui donner, donc on va compter par année d'âge, c'est-à-dire que à 2 ans, il peut manger 20 grammes de viande ou poisson ou œuf pour toute la journée. À 3 ans, on va passer à 30 grammes par jour, 4 ans, 40 grammes par jour, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que même au-delà des 3 ans, quand votre enfant a 5 ou 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'est pas encore sur une portion d'un steak entier. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance euh, assez rapidement. Les enfants peuvent être attirés par la viande, le poisson peut-être un peu moins, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui consomment des portions de viande qui sont supérieures à leurs besoins.
Et donc, c'est un point de vigilance. Donc, essayez de garder en tête ce petit moyen mnémotechnique de 10 grammes par année d'âge et par jour. Donc 2 ans 20 grammes, 4 ans 40 grammes et ainsi de suite. Donc cet élément de viande, poisson ou œuf, ça peut être sur un seul repas ou ça peut être réparti sur les 2 repas principaux. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui va être produit laitier qui va rester une partie importante de son alimentation. Donc là, au niveau des produits laitiers, on va pouvoir donner différents types de laitage, des yaourts, des fromages blancs, des petits Suisses. Donc là, on va privilégier les laitages non sucrés et on va également continuer à donner du lait. Donc au niveau du lait, on privilégie jusqu'à 3 ans ce qu'on appelle le lait de croissance, qui va avoir le numéro 3. Et ce lait de croissance peut être donné en alternance avec un lait entier, donc le lait avec le bouchon rouge. Ça peut être donné en alternance, mais il y a un intérêt particulier avec le lait de croissance, c'est qu'il y a des apports en vitamines et en fer euh, qui vont être présents, alors qu'il n'y aura pas ces mêmes vitamines ni ce fer dans du lait classique. Marilyn, n'hésite pas à intervenir. Oui, oui, t'inquiète pas. D'ici quelques instants, j'interviendrai. Merci. Ça Donc, marche. effectivement, il faut pas oublier que l'allaitement maternel peut toujours être continué après 1 an. Et on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc, en alternance, ça peut être aussi bien l'allaitement maternel, mais si on n'est plus sur de l'allaitement maternel, on va aller vers un lait de croissance en alternance avec un lait entier. Et certains laitages, on peut aussi donner du fromage, mais en plus petite fréquence. Pourquoi? Parce que le fromage va être très salé et on est encore sur des apports en sel qui vont être limités, hein. On va essayer de très peu saler l'alimentation des tout petits. Donc, on va limiter un petit peu l'apport en fromage. Ensuite, au niveau des fruits, donc là, on va avoir aussi un intérêt au niveau de l'apport en vitamines, en minéraux, en eau, hein, donc ça va participer à l'hydratation également. En fibres, encore une fois, donc qui va favoriser une bonne digestion et qui va aussi favoriser à être rassasié. Ça va permettre de prendre de la place dans l'estomac, donc ça participe au fait que votre enfant soit rassasié. Et on va avoir là aussi cette fois un apport en sucre, contrairement aux légumes. Donc au niveau des fruits, l'idéal, ça va être d'alterner entre des fruits frais qui vont être beaucoup plus riches en vitamines et des compotes. Donc là, les compotes, on va aussi privilégier des compotes sans sucre ajouté qu'on peut faire soi-même ou si on les achète dans le commerce, veiller à ce que ce soit des compotes sans sucre ajouté. Là, je vais faire un petit point vraiment sur, d'une part, les jus de fruits. Euh, on se dit souvent que les jus de fruits, notamment les jus 100% pur jus, c'est plein de vitamines, c'est forcément bon pour la santé, sauf que, en fait, ça va être très concentré en sucre. Donc, attention au jus de fruits, ça peut être donné occasionnellement, mais il faut vraiment essayer de ne pas en faire une habitude, parce qu'en fait, un verre de jus de fruits contient autant de sucre qu'un verre de soda. Donc, bien sûr, il y a des éléments en plus, hein, il y a les vitamines, il y a les minéraux, donc il y a quand même un apport plus intéressant avec le jus de fruits, mais ça reste quelque chose de très sucré. Je vous donne l'exemple du jus d'orange. Si on presse une orange, on va se retrouver avec un fond
dans le verre, un fond de jus d'orange dans le verre, alors que si on sert directement le jus d'orange dans le verre, on va avoir tendance à remplir le verre. Et il y a un autre phénomène également avec le jus, c'est que on n'a pas la même sensation de satiété. C'est-à-dire que si je mange une orange, elle est délicieuse, je vais peut-être en manger une deuxième. Si vraiment j'ai un petit creux, je vais pouvoir en manger peut-être une troisième et peut-être un peu plus, éventuellement, vraiment si j'ai faim. Mais si je bois du jus d'orange, si je remplis un verre, ça peut déjà être l'équivalent de 3 ou 4 oranges. Si j'ai encore soif, je peux facilement me resservir un deuxième verre, voire un troisième. Donc trois verres, ça va correspondre à 9 à 12 oranges. C'est quelque chose que on aurait du mal à manger si c'était pas sous forme de jus. Donc en fait, il y a vraiment cette différence entre le fait de mâcher, d'avoir à mâcher un fruit frais et de l'avoir sous forme de jus. C'est deux choses complètement différentes. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport au jus de fruits parce que ça peut vraiment apporter beaucoup de sucre sans qu'on s'en rende compte. Concernant les fruits et légumes, on va vraiment privilégier les fruits et légumes locaux et de saison pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau du goût, ça va pas être la même chose. Donc, on va avoir des légumes et des fruits beaucoup plus savoureux quand ils sont cueillis presque à maturité, qu'ils sont cueillis proches de chez nous et qu'il n'y a pas eu besoin en fait de les cueillir très très verts pour qu'ils puissent supporter un long transport. Donc, il y a cet avantage du goût avec les fruits et légumes de saison, mais même au niveau des nutriments, on va avoir des apports beaucoup plus riches quand on a des légumes et des fruits qui ont poussé vraiment dans la saison et qui ont été récoltés suffisamment proches pour que leur qualité nutritionnelle soit préservée jusqu'au moment où on va les acheter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a toutes sortes d'AMAP. Donc, ce sont des groupements de producteurs, des groupements d'agriculteurs paysans qui ont des réseaux, en fait, un peu partout en Île-de-France, à Paris, et qui proposent des abonnements, en fait, à l'année pour pouvoir avoir toutes les semaines un panier de fruits et légumes frais de saison. Des fois, ils peuvent également avoir des produits laitiers, des œufs, de la viande. Ça dépend un petit peu des groupements. Mais c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour avoir des fruits et légumes locaux, de saison et accessibles. Agnès, tu disais tout à l'heure qu'il y avait la notion de protéines et de viande, mais du coup, tu rappelais qu'il y avait 4 repas à partir d'un an, petit déjeuner, déjeuner, goûter, repas du soir. Y a-t-il deux fois un apport en protéines dans la journée? Alors, en fait, la quantité qu'on va donner par jour, elle peut être répartie soit sur un seul repas, soit sur les 2 repas. Ça, c'est vraiment au choix en fonction des habitudes de la famille. Voilà, ça peut être divisé entre les 2 repas ou ça peut être donné à un seul des 2 repas. Et à ce moment-là, les portions, J'avais aussi de la moitié. question aussi de la charcuterie, de savoir était-il possible d'en donner à partir de un an? Alors, ça va être possible d'en donner occasionnellement. Là aussi, il va y avoir en fait cette notion de sel en fait qui va être vraiment très très concentré dans les charcuteries. Donc, en dehors du jambon blanc, où on va essayer de privilégier des jambons allégés en sel, les autres charcuteries vont être vraiment très concentrées en sel. Et donc, c'est des aliments qu'on va donner moins souvent. Et puis même en vue de donner des bonnes habitudes pour la suite,
Étant donné que ce sont des aliments qui vont être très riches en graisses saturées, donc pas les meilleurs, il peut y avoir également certains conservateurs. Donc là aussi, on peut essayer d'être un peu vigilant sur les ingrédients parce qu'en fait, pour avoir une couleur qui va être la couleur qui est attendue par les consommateurs, les industriels ajoutent certains additifs alimentaires qui vont donner la couleur rosée qu'on n'aurait pas en fait s'il n'y avait pas ces additifs. Et ces additifs, ça peut être des nitrites, donc qui sont vraiment pas très intéressants pour la santé, au contraire. Donc voilà, au niveau des charcuteries, d'une part, ça reste quelque chose qui doit être plutôt occasionnel. Et sur la qualité, on peut essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'additifs. Alors, au niveau de... Il y a une autre famille d'aliments qui est très importante, ça va être tout ce qui est matière grasse. Donc, les matières grasses, les enfants en ont besoin, les adultes aussi, hein, mais ça doit rester quelque chose de vraiment important dans leur alimentation. Donc, on va là aussi essayer de varier au maximum entre les différentes matières grasses qu'on peut avoir à disposition. Donc, on a les matières grasses végétales, donc tout ce qui est huile végétale. Donc là, on peut varier avec des huiles qui vont servir un peu pour la cuisson. Donc tout ce qui est huile d'arachide, de tournesol, huile d'olive, avec des cuissons plus douces pour l'huile d'olive. On va avoir aussi les huiles qu'on va privilégier plutôt pour rajouter cru, donc soit dans une vinaigrette, soit en l'ajoutant après la cuisson pour en garder les propriétés, comme par exemple l'huile de noix, l'huile de colza, qui vont avoir un intérêt particulier parce qu'elles sont riches en oméga 3. Donc les oméga 3, c'est très important pour le développement du cerveau. Donc ça, c'est vraiment des huiles intéressantes, huile de noix, huile de colza. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ces fameux oméga 3, on va aussi les retrouver dans certains poissons. Donc, ces poissons, on va avoir les sardines, les maquereaux, les anchois, le saumon, le thon. Alors, en sachant que plus le poisson va être gros, plus le poisson va être un prédateur et donc plus il aura consommé des plus petits poissons dans la chaîne alimentaire, plus il sera également pollué. Donc on va privilégier le plus souvent les petits poissons et du coup le thon qui est déjà un gros prédateur, on va le consommer moins souvent parce que malheureusement il aura accumulé des métaux lourds qui se retrouvent en fait dans les océans. Mais ça reste donc des... Concernant les, ma- Oui. Concernant les matières grasses, tu disais les huiles végétales. Et qu'en Oui. est-il du beurre et des autres matières grasses animales? Donc le beurre, la crème fraîche, ça va être donc les matières grasses animales qu'on va pouvoir utiliser également. Là aussi, dans un souci de prévention, on va privilégier les matières grasses végétales par rapport aux matières grasses animales, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont exclues. Donc on peut aussi mettre du beurre sur les tartines ou mettre du beurre dans des pâtes ou dans de la purée. Pareil pour la crème fraîche, hein, on peut l'utiliser, mais au niveau de la fréquence, on va essayer de plus souvent sur des matières grasses végétales que sur des matières grasses animales. Donc là aussi, c'est par rapport à un souci de prévention, étant donné que les matières grasses animales vont apporter des graisses saturées qui sont moins bonnes pour la santé que les graisses qu'on peut retrouver dans les huiles végétales. Ainsi que la crème fraîche. Ouais, ouais, ouais.
La crème fraîche, pareil, matière grasse animale, donc on va avoir, c'est beaucoup moins concentré en gras que le beurre. Le beurre, on a 82% de matière grasse, alors que la crème, on est à peu près à 30% pour une crème classique. Donc c'est moins gras, mais sur la qualité des matières grasses, on va être plutôt sur des graisses saturées et un apport en cholestérol. On va avoir aussi dans les matières grasses animales certains intérêts par rapport à certaines vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, qui ne seront pas présentes dans les huiles végétales. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de varier. D'accord, merci. Et j'avais une question concernant justement la cuisson des aliments. Qu'en est-il? Alors c'est une très bonne question. En fait, la cuisson des aliments pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des aliments, il va y avoir l'importance de la cuisson. Donc, dans cette idée de cuisson, il y a deux choses. Il y a d'une part préserver la qualité des aliments, c'est-à-dire ne pas les soumettre à une cuisson trop vive, trop forte, des températures trop hautes qui vont détruire certaines vitamines, qui vont transformer certains composants. Donc, on va essayer d'être sur des cuissons plutôt douces, avec une chaleur modérée. Et il y a aussi la question des polluants. Donc là, on n'est plus tout à fait sur la préservation de la qualité nutritionnelle des aliments, mais il y a aussi une autre question qui se pose, c'est-à-dire les contenants dans lesquels on va cuire les aliments vont avoir une incidence ou pas sur des apports en fait extérieurs. Donc là, Marilyn pourra vous en parler en tant que professionnelle de la santé environnementale, mais on a certains contenants, par exemple le plastique, une fois chauffé, qui va relarguer des perturbateurs endocriniens, des microparticules de plastique. Donc ça, c'est des choses qu'on va éviter. Au niveau des cuissons, on va éviter, euh, on va préférer, en fait, par exemple, si on utilise un cuit vapeur, on va privilégier un cuit vapeur avec un panier soit en inox, soit en verre, pour ne pas avoir en fait ces particules de microplastique et ces perturbateurs endocriniens qui vont venir polluer les aliments. Tout à fait. C'est comme le fait à une certaine époque d'emballer les aliments dans du papier aluminium. Ce n'est pas adéquat puisque ça va relarguer en fait de l'aluminium en fait dans l'alimentation. Donc on reste sur, par exemple, on a du papier sulfurisé écologique qui est très bien aussi. Quand on veut faire en cuisson en papillote, c'est très bien aussi. On va privilégier des matériaux comme le verre, la fonte, pour cuire ces aliments. Ah, on t'a perdu, Marilyn. Mais effectivement, le verre, la fonte, l'inox, on va privilégier en fait des matières qui ne vont pas euh, transmettre une partie de leurs éléments dans l'alimentation. Et effectivement, l'objectif, c'est déjà lorsqu'on achète ces aliments, comme tu l'avais dit auparavant, des fruits et des légumes de saison, et d'acheter peu, mais de très bonne qualité. Et fiez-vous au label. Parlons label un petit peu, Agnès. Oui, alors on peut avoir par exemple le bio, le bio qui va être une agriculture vraiment spécifique où on va produire les aliments en fait sans ajout de pesticides, sans ajout d'engrais chimiques. Donc il y a certains traitements très limités qui vont être autorisés, mais il y a tous les engrais chimiques, tous les pesticides qui sont toxiques vont être écartés de l'agriculture biologique. Donc là, on va avoir vraiment un intérêt. Alors, on pense souvent, quand on pense au bio, on va avoir tendance très facilement à penser aux fruits et légumes parce que on se dit, voilà, c'est eux qui vont être plus ou moins arrosés de pesticides si on n'est pas sur du bio. Sauf que, en fait, avec les fruits et les légumes, on peut
on peut se débarrasser des pesticides, ou en tout cas s'en débarrasser en très grande partie. D'une part, en épluchant. Donc, quand on enlève la peau d'un fruit ou d'un légume, bah, on va se débarrasser de vraiment la majeure partie des pesticides qui pourraient être présentes. Et il y a aussi des techniques en fait où on va faire tremper les fruits et les légumes dans de l'eau vinaigrée pendant 5 minutes. On va rincer, on va bien frotter avec une brosse idéalement. Ensuite, on peut faire un deuxième trempage avec de l'eau et du bicarbonate, les rincer de nouveau et on va vraiment avoir une élimination des pesticides aux alentours de 90-95%. Il y a des études qui ont été faites assez récemment sur le sujet et on peut vraiment réussir à se débarrasser. Alors oui, ça prend, allez, une quinzaine de minutes en plus, mais on peut, quand on fait ces courses, les mettre tous en même temps, les laver tous en même temps et ça permet de gagner du temps. Par contre, là où on n'y pense pas forcément, c'est sur les produits animaux. Parce qu'en fait, les produits animaux, ils vont accumuler aussi les polluants quand on est sur une agriculture intensive conventionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas en bio. Les animaux vont consommer des plantes qui auront été arrosées de pesticides et d'engrais chimiques. Donc là, bah, en fait, l'alimentation de l'animal va être polluée. Et en plus, on va avoir en fait des élevages avec des concentrations d'animaux sur des toutes petites surfaces qui favorisent des maladies. Et du coup, pour éviter ces maladies, pour éviter que ces maladies se développent, ou en tout cas pour traiter les animaux malades, il va y avoir un ajout important en antibiotiques, en médicaments, qui malheureusement, là aussi, vont se retrouver dans le produit fini. Parce que même s'ils en éliminent une partie, il y a une partie qui va quand même se retrouver dans le produit fini qu'on va acheter. Donc, moi, c'est vrai que j'encourage plutôt à essayer de choisir des produits de meilleure qualité, donc si possible bio, ou alors il y a aussi le bio, c'est un label. Donc c'est un label qui est payant, c'est-à-dire que les producteurs, pour pouvoir apposer le label bio, doivent payer les organismes certificateurs. Donc malheureusement, tous les agriculteurs qui travaillent avec des modes de production biologiques ne peuvent pas forcément avoir les moyens de se payer les certificats. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle maintenant l'agriculture raisonnée, qui correspond aux pratiques du bio. Alors, il peut y avoir des petites variantes, mais on reste sur des produits de très bonne qualité et beaucoup moins pollués que l'agriculture conventionnelle, mais ils n'ont pas l'appellation bio. Donc, ça peut être aussi une alternative qui va être un peu moins coûteuse et qui va permettre quand même d'avoir des produits sûrs et de très bonne qualité. Je J'avais une pense, question concernant le code des œufs. Est-ce que tu peux nous en parler? oui, alors effectivement, pour les œufs, on a un chiffre qui est sur les œufs. Donc, on a les œufs vont être numérotés donc entre 0, 1, 2 ou 3. Donc, le 3, ça va être l'œuf de poule qui a été élevé en cage dans des élevages où elles n'ont jamais vu la lumière du jour, où il y a vraiment des immeubles, enfin des concentrations incroyables de poules dans des très petites surfaces. Et là, on va avoir donc de l'élevage ultra intensif. Ça va être les œufs numéro 3 avec des alimentations pour les poules qui seront pas les meilleures. Avec le chiffre 2, on a des conditions d'élevage un peu meilleures, mais qui restent de l'élevage assez intensif.
Ensuite, on a les œufs numéro 1. Donc là, on va avoir des poules qui ont été élevées en plein air. Et enfin, on va avoir les œufs numéro 0. Et là, on est sur les œufs bio, donc élevés en plein air avec une alimentation biologique. Et on va pas du tout avoir les mêmes apports, en fait, dans le jaune d'œuf notamment. Donc, les matières grasses qui vont se retrouver dans le jaune d'œuf vont être vraiment différentes. La part des différentes graisses qui sont présentes dans le jaune d'œuf, la qualité va être bien meilleure sur un œuf bio ou élevé en plein air que sur les œufs numéro 2 ou 3 où on est sur de l'élevage intensif. Donc il y a un léger surcoût à consommer des œufs bio ou élevés en plein air, mais il y a aussi un avantage nutritionnel réel par rapport à ces différentes façons d'avoir élevé les poules. J'avais aussi une question sur le goûter idéal, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'après, on est sur malheureusement des sodas, des chips. Donc, quel serait en fait le goûter idéal de 1 an à 3 ans? Oui, alors c'est vrai qu'il y a très souvent des aliments, en fait, parce que tout à l'heure, on n'a pas parlé des produits sucrés, mais c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, hein, donc ça doit rester un aliment vraiment, un aliment plaisir, qui peut être à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête. Euh, c'est tout à fait normal que votre enfant puisse accéder à ces aliments, mais c'est pas un aliment dont il a besoin physiologiquement. Ça doit rester un aliment plaisir et donc vraiment pas quelque chose qu'il va manger au quotidien, notamment les sodas où on a vraiment un apport que en sucre et aucun autre nutriment. Donc là, le goûter idéal, ce serait plutôt de partir sur un laitage, un fruit et éventuellement, selon l'appétit de votre enfant, selon son âge, selon son activité également, si c'est beaucoup dépensé, si l'attente entre le déjeuner et le dîner est un peu plus longue, bah, on va aussi pouvoir ajouter un féculent. Donc, ça peut très bien être euh, un morceau de pain avec un peu de chocolat, un morceau de pain avec du beurre. Ça peut être différentes choses. Ça peut être une crêpe. Ça peut être, on peut très bien faire des choses qui vont être sympas, mais qui vont être beaucoup moins sucrées que des produits industriels qu'on va retrouver dans le commerce. Si pour un côté pratique, on veut quand même avoir des choses qui sont tout prêtes, là, je vous invite vraiment à vous pencher sur la liste des ingrédients. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps de tout faire maison. Y a des produits qui existent qui sont quand même pas mal du tout. Et là, pour faire le tri, ça va être vraiment de regarder la liste des ingrédients. Si vous avez une liste avec des aliments, en tout cas des ingrédients que vous pouvez retrouver dans votre placard à la maison, bah là, on est sur un produit qui est plutôt de bonne qualité, qui va être pas trop transformé et qui correspond plus ou moins à quelque chose que vous auriez pu faire vous-même à la maison. Donc là, ça va être des produits à privilégier. Si au contraire, vous avez une liste d'ingrédients à rallonge avec plein d'ingrédients imprononçables ou incompréhensibles, là, on va être sur quelque chose de très, très transformé, qui va être souvent très riche en sucre et en graisse de mauvaise qualité. Donc ces produits-là, plutôt à éviter ou en tout cas à limiter fortement. J'aimerais même rajouter la notion d'additif alimentaire. Quand vous lisez une étiquette, en fait, et si vous avez la lettre E suivie de 3 chiffres, c'est souvent des additifs alimentaires, des sucrants, des édulcorants, des conservateurs, des acidifiants, etc., etc. Donc, effectivement, plus la liste est courte, mieux c'est. Oui. Et puis alors maintenant, Tu peux continuer, Anis. les industriels ont dû remarquer que les gens faisaient beaucoup plus attention qu'avant par rapport aux additifs alimentaires.
à faire le tri un peu justement quand il voit les E suivis de 3 chiffres. Et du coup, ce qu'ils ont fait comme astuce pour éviter que les gens fassent trop facilement le tri, c'est que maintenant, au lieu de mettre E 324, ils vont mettre en toutes lettres, en fait, le nom de l'additif. Et du coup, vraiment, c'est pour ça que je vous disais, voilà, s'il y a des additifs, enfin, s'il y a des ingrédients qui paraissent étranges ou on ne sait pas à quoi ça correspond, eh ben, il vaut mieux les mettre de côté. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé Parler et aussi, sans te couper, en fait, on ouais. parle de l'apport en fruits, mais finalement, en fait, est-ce que manger 3, 4, 5, 6 fruits par jour, est-ce que c'est pas un petit peu trop? Quel serait en fait l'équilibre, l'idéal concernant les fruits au quotidien pour un enfant de 1 à 3 ans? Oui, alors pour un enfant de 1 à 3 ans, selon les fruits, déjà, il va pas forcément manger un fruit entier. Peut-être que on va partager avec lui un fruit, lui en donner quelques quartiers. Et donc, il faut savoir que le fruit, contrairement aux légumes, il va apporter du sucre. Et donc, effectivement, on ne va pas donner des fruits à volonté toute la journée. On va être sur des quantités qui vont être adaptées à son âge. Donc, pour un adulte, on conseille peut-être autour de 3 fruits dans la journée, 2 ou 3 fruits dans la journée. Pour un enfant, on va être surtout un enfant de 1 à 3 ans, on va être sur des quantités qui vont être réduites. Donc, on va plutôt lui proposer des quartiers de fruits. Et donc, on peut lui en donner un petit peu le matin, on peut lui en donner un petit peu au goûter, on peut lui en donner un petit peu au dessert si on veut, mais effectivement, on ne va pas lui donner un fruit à chaque repas. Très bien. Pour, euh, pour le sel, donc on l'a dit, on reste sur des préparations sans sel ou s'il y a des aliments qui sont déjà salés, ben on va les donner moins souvent. Par contre, au niveau des assaisonnements, on peut très bien utiliser des épices, on peut très bien utiliser des herbes aromatiques pour donner du goût aux préparations. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui est vraiment important sur cette période de 1 à 3 ans, c'est ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. Donc la néophobie alimentaire, c'est la période où votre enfant, tout d'un coup, il va se mettre à refuser des aliments qu'il consommait avant. Alors, il va commencer à refuser peut-être parce que ça n'a plus la même forme, c'est présenté sous une forme qu'il ne connaît pas encore. Euh, Ça va être peut-être aussi parce que vous avez mélangé plusieurs légumes ensemble. Et alors, c'est là que je vous disais, souvent, les féculents, il n'y a pas de problème. La viande, le poisson, les œufs, c'est pas forcément là où il y a un problème. Mais souvent, c'est autour plutôt des légumes qu'on va commencer à avoir des difficultés. Donc là, il va falloir s'armer de patience et vraiment pouvoir proposer sans forcer, proposer et s'il n'en veut pas, s'il ne mange pas, vraiment juste lui demander de goûter, mais lui laisser la possibilité de ne pas consommer. Et par contre, ne pas donner quelque chose d'autre à la place. Parce que c'est un peu le piège, on se dit, ah bah il n'a pas mangé ci, je vais lui donner ça à la place. Là, c'est le piège qui va faire qu'il va très bien savoir comment s'y prendre pour pouvoir avoir vraiment faire son choix plus ou moins et éviter les aliments qu'il n'aime pas. En fait, quand vous lui proposez un aliment, il goûte ou pas. Euh, S'il ne le mange pas, c'est pas grave. Des fois, il va falloir lui représenter le même aliment 10, 15, 20 fois avant que votre enfant considère cet aliment comme familier, comme quelque chose de sûr, comme quelque chose en quoi il peut avoir confiance et qu'il va pouvoir goûter. Donc vraiment pour lui, c'est une étape tout à fait normale de son développement, d'avoir un petit peu ce rejet
de quelque chose qu'il va considérer comme nouveau et du coup comme potentiellement dangereux. Donc en fait, il faut vraiment beaucoup de patience et ne pas vous mettre une pression par rapport à ça. Il faut savoir que cette étape, elle va arriver à un moment ou à un autre et qu'il faudra s'armer de patience, lui montrer l'exemple aussi, lui montrer que vous en mangez, que c'est bon, qu'il n'y a aucun souci et accepter le fait que bah, il ne va pas forcément accepter de goûter pendant plusieurs fois, vraiment pendant peut-être 10, 15, 20 fois, vous allez lui représenter la même chose, pas tous les jours à la suite. Hein. Au fur et à mesure, vous variez, d'un jour à l'autre, vous présentez d'autres aliments, mais vous savez que tel aliment qu'il a refusé, il va falloir le représenter encore et encore avant qu'il le considère comme familier et qu'il puisse enfin y goûter. En sachant que votre enfant, bah, comme tout le monde, il aura ses préférences, il aura ses goûts et ses dégoûts, et il y aura des aliments qu'il n'aimera tout simplement pas, tout comme chacun d'entre nous peut avoir des aliments que nous n'aimons pas. Donc, vraiment de la patience, ne pas forcer, ça c'est important aussi. Et dans l'idée de ne pas forcer, ou en tout cas de ne pas insister, il y a aussi la notion de l'appétit de votre enfant. L'appétit de votre enfant, c'est vraiment quelque chose de très important à respecter, dans le sens où votre enfant, il a la capacité de s'auto-réguler. C'est-à-dire que quand il a faim, il va avoir envie de manger, et quand il n'a plus faim, il va repousser l'assiette, tourner la tête, il va vous montrer qu'il n'en veut plus. Et en fait, à ce moment-là, c'est important de respecter ce fait que votre enfant est rassasié, qu'il n'a plus envie. Et il peut très bien être rassasié pour le plat et avoir encore de l'appétit pour le dessert. Donc là aussi, c'est important de respecter ses sensations alimentaires. S'il vous montre qu'il n'a plus faim, bah, on n'insiste pas. Par contre, il ne faut pas compenser en se disant ah bah, il n'a pas mangé grand-chose ce midi, je vais lui donner plus au goûter. Non, ça c'est quelque chose que lui-même va pouvoir apprendre au fur et à mesure pour adapter ses prises alimentaires par rapport au cadre en fait que vous vous instaurez. Donc vous instaurez des repas qui vont être complets, qui vont être équilibrés, qui vont être suffisants. Mais s'il a moins mangé à un repas, bah, vous n'allez pas compenser au repas suivant. Et ça lui permettra en fait de s'adapter et au fur et à mesure de pouvoir consommer en fait vraiment ce dont il a besoin à chaque repas. Marilyn, tu as quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Il y avait aussi la notion de, comment dire, de confort et d'environnement pendant le repas. C'est-à-dire que ça doit être plus particulièrement un temps calme, un temps de socialisation, un temps familial. Et c'est pour ça que les écrans, en fait, ne sont pas préconisés. Allez, Agnès, écran et alimentation, nous t'écoutons. Oui. Alors tout à l'heure, je vous parlais des sensations alimentaires, donc le fait que votre enfant puisse sentir quand il a faim, mais aussi quand il n'a plus faim. Et malheureusement, les écrans viennent interagir par rapport à nos sensations alimentaires et en fait nous couper de ces sensations. Donc quand on est devant un écran, malgré nous, on va être absorbé en fait par ce qui se passe. Toute notre attention va être captée par cet écran. Et encore plus pour les enfants, hein, vous pourrez le remarquer quand votre enfant sera devant les dessins animés et que vous lui parlerez, il vous entendra même pas. Et même s'il vous entend, pour pouvoir se décoller de l'écran, c'est pas évident parce qu'en fait, il va être vraiment absorbé. Et du coup, quand on est absorbé comme ça, quand toute notre attention est captée par un écran, bah en fait, on va être complètement coupé
de nos sensations alimentaires. Donc, le moment du repas, que ce soit pour la convivialité, mais aussi et surtout pour pouvoir rester connecté à nos sensations et à nos ressentis, c'est important d'avoir un temps sans écran. Et puis, on rappelle au passage que les écrans avant 3 ans, ça doit être vraiment, vraiment très, très, très limité. Euh, et puis, bien choisir ce qu'on bah voilà, ce qu'on peut, euh, à quoi on peut exposer notre enfant par rapport aux images qui vont être sur les écrans. Et c'est vrai aussi que le fait de regarder beaucoup de publicité, ça va aussi inciter l'enfant culturellement par rapport justement à, comment dire, sa discrimination, c'est-à-dire, et ses préférences. C'est-à-dire de voir à la télé les jus de fruits, les hamburgers, les chicken, les nuggets, etc., etc. Ça ne va pas lui permettre d'avoir vraiment comment dire, une polyvalence par rapport en fait à la culture de l'alimentation. Donc, c'est vraiment peut-être intéressant de lui proposer, par exemple, une visite à la ferme, de vraiment décrire les aliments au marché. Ça va permettre aussi qu'il puisse distinguer le bon du moins bon et d'avoir justement du goût avec un grand G. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, Agnès? Oui, complètement. Et puis c'est vrai que les enfants à cet âge-là, ils s'émerveillent de tout, ils ont envie de tout découvrir, de tout apprendre. Donc ça peut être vraiment des occasions, en fait, que ce soit une visite à la ferme ou aller à une cueillette. Alors bon, là, cette saison, on rentre dans une saison où c'est un peu plus compliqué, mais à partir du printemps, il y a plein de cueillettes en Île-de-France où on peut aller avec les enfants directement ramasser les fraises, les courgettes et autres. Et bah, en fait, ils vont être tout fiers de pouvoir aller cueillir eux-mêmes, de pouvoir goûter sur place. Donc, il y a toute cette découverte, en fait. Et c'est vrai que ce dont je parlais tout à l'heure, la néophobie alimentaire, ça va être intéressant aussi d'effectivement lui apprendre, d'avoir vraiment un vrai moment d'échange autour des aliments, de lui montrer comment on est passé de cet aliment qu'il a pu voir dans le champ à bah voilà, comment il est à la maison, comment je l'ai préparé, je l'ai coupé, je l'ai cuit de telle manière. Donc c'est vrai que lui montrer, en fait, lui montrer comment on est arrivé de bah, la carotte telle qu'il la voit à une purée, par exemple, qui est dans son assiette, ou voilà, d'essayer vraiment de lui transmettre euh, pas seulement le goût, mais aussi qu'il puisse voir comment est élaborée une recette, comment est transformé l'aliment dans votre cuisine. Ça va aussi pouvoir l'aider à trouver des repères et à s'intéresser en fait à ces aliments. Le toucher, le toucher, c'est important aussi de pouvoir le laisser des fois bah, patouiller un petit peu, toucher l'aliment avant d'accepter de le mettre à la bouche. Votre enfant, il va vraiment commencer à faire connaissance avec son environnement extérieur, beaucoup par le toucher. Donc, bien sûr, il y a la vue, mais le fait de pouvoir attraper, le fait de pouvoir manipuler, c'est aussi quelque chose qui va le familiariser avec les aliments. Effectivement, il y a un aspect vraiment très sensoriel autour de l'alimentation, autour du temps de repas. Et c'est vrai que par rapport à la dentition, on a certaines appréhensions, mais c'est vrai que le jeune enfant va aussi écraser l'aliment avec son palais. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine sécurité. Selon son âge, donc il va être assis sur une chaise avec justement une banquette pour que ses pieds soient bien appuyés, qu'ils soient bien confortables. Mais c'est en vous regardant manger qu'il vous imite et qu'il a envie de découvrir lui aussi les autres aliments. Voilà. Oui, l'imitation, hein, c'est vraiment comme ça que votre enfant va apprendre. Donc, si vous avez une réticence par rapport à certains légumes, ça va être compliqué de lui faire aimer ces légumes-là. Donc, vraiment, essayer de lui montrer par l'exemple.
pardon. Euh, de lui parler, enfin vraiment de faire un moment d'échange en fait autour du repas, un moment convivial, parce que vous lui transmettez non seulement des habitudes alimentaires pour la suite, mais vous lui transmettez aussi bah, en fait votre culture alimentaire, votre histoire. Donc en fait, il y a plein de choses qui se jouent autour du repas, et puis ça va être aussi un moment de partage, un moment de dialogue. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps de se poser, vraiment de s'asseoir ensemble à table, euh, essayer au maximum de pouvoir ne pas être obligé de se relever toutes les 5 minutes pour aller chercher quelque chose. Donc vraiment essayer d'avoir un temps calme, comme disait Marilyn, et un temps d'échange, un temps convivial. Il y avait aussi la notion du discours autour de l'alimentation. Finis ton assiette parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger, etc., etc. Le discours est très important. Est-ce que tu peux nous parler finalement de l'aspect du langage autour de l'alimentation? Oui, alors l'alimentation, c'est un besoin qu'on a, c'est un besoin physiologique, mais il y a aussi plein de choses qui se jouent autour de ça et qui peuvent avoir un impact des années après. Donc c'est pour ça que vraiment c'est important de ne pas y mettre une forme de culpabilité, parce qu'en fait, quand on dit à son enfant, finis ton assiette, il y en a qui n'ont rien à manger, bah, en fait, c'est quelque chose qui est culpabilisant et ça peut créer bah, des choses qui vont faire qu'il va avoir un rapport à l'alimentation qui va être biaisé et qui peut entraîner plus tard des troubles du comportement alimentaire ou voilà, tout ce qui va venir interférer en fait à ses besoins physiques, physiologiques. C'est-à-dire, si un enfant constamment, il montre qu'il n'a plus faim, mais on lui dit, ah bah si, il faut finir, t'as pas fini ton assiette, il faut finir. S'il se force constamment à finir, bah en fait, à un moment donné, il va comprendre que ses sensations alimentaires ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ce que l'adulte me dit. Donc, il va qu'il n'a plus besoin de manger. Et ça peut vraiment entraîner, du coup, plus tard en grandissant, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou à l'âge adulte, et du coup avoir en fait vraiment une difficulté à sentir le moment où on n'a plus faim, sentir le moment où on peut s'arrêter de manger. Euh, donc c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, où on ne pense pas forcément à l'impact que ça peut avoir, mais c'est vraiment important de respecter l'appétit de l'enfant, de respecter ses besoins et de lui faire confiance. Parce que vraiment, son corps est très bien fait et son corps sait quand est-ce qu'il n'a plus besoin de manger. Il y a autre chose aussi, pour consoler un enfant ou pour le récompenser. Des fois, on va jouer aussi sur ce côté nourriture, affect, où la nourriture va venir comme une récompense. Ça aussi, c'est un point où il faut être vigilant parce qu'en fait, ça peut créer là aussi des déséquilibres pour la suite. Parce que on va associer forcément le plaisir, peut-être le sucré, à la récompense. Ou alors, si un enfant est triste ou en colère pour le consoler. Et là, on va avoir des personnes qui vont, en fait, en grandissant, chercher toujours à apaiser leur mal-être par de la nourriture. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais auxquelles il faut faire attention pour éviter de créer en fait des liens biaisés par rapport à l'alimentation de votre enfant. Dis donc, tout un programme, hein, la diversification. Oui, Euh, c'est vrai qu'on a parlé de l'aspect donc émotionnel, on a parlé de l'environnement, donc nous arrivons presque à la fin. Et c'est vrai que proposer un menu type dans la journée de 1 à 3 ans pourrait être beaucoup plus clair pour les parents qui nous écoutent. Alors, le petit déjeuner idéal, je répète qu'on peut continuer l'allaitement maternel ou donc prendre ce fameux lait avec un chiffre 3
le lait de croissance. Mais pourquoi le lait de croissance? Pourquoi pas du lait de vache, Agnès? Alors justement, parce que ce lait de croissance, il a un apport en fer. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les apports en viande, poisson et œufs doivent rester modérés. Et pourtant, ce sont ces aliments-là qui vont apporter du fer à votre enfant. Donc, quand ils n'en mangent qu'en toute petite quantité, bah, ils ont des apports en fer par leur alimentation qui vont être assez limités. Et c'est là l'intérêt du lait de croissance numéro 3, c'est que ce lait de croissance, il est enrichi en fer. Donc, en fait, il va venir couvrir une partie des besoins de votre enfant en fer. Il y a aussi d'autres vitamines qui vont être présentes, qui présentent aussi un intérêt, mais vraiment principalement, c'est pour l'apport en fer qu'on conseille vraiment le lait de croissance si on n'est pas sûr de l'allaitement maternel. Et donc, du coup, il y a du lait le matin. Est-ce qu'on a autre chose? Par exemple, nous n'avons pas parlé de notre sujet favori, les farines. Allez, il faut qu'on en parle quand même, hein, même si on a notre avis. On Ouais. y va, Agnès, on va parler des farines. Vas-y. Les farines qu'on donnait quasiment systématiquement avant, les farines infantiles type blédine et autres, euh, non, ce n'est pas indispensable de passer par là. L'idée, ça va être effectivement d'introduire, hein, comme je le disais tout à l'heure, un féculent au petit déjeuner, c'est-à-dire un apport en, euh, en élément qui va apporter de l'énergie. Donc, on va pouvoir donner une tartine de pain ou si on a un petit peu plus le temps le week-end, on va pouvoir faire tout ce qui est pancakes, crêpes, etc. L'idée, c'est d'avoir un apport en produits céréaliers. Donc là, on va pouvoir compléter, donc on a déjà un laitage ou l'allaitement maternel. On a un apport en produits céréaliers sur lequel on peut mettre un petit peu de gras, donc un peu de beurre, pourquoi pas. Et on va avoir aussi, pourquoi pas, un apport en fruits. Donc ça peut être un quart de pomme ou quelques quartiers de clémentine. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit peu de fruits aussi au petit déjeuner. Sur le repas du midi, on va avoir un féculent, donc pâtes, riz, pommes de terre. J'ai cité un peu tous les féculents qu'on pouvait avoir, que ce soit pour le repas du déjeuner ou du dîner, associé avec des légumes crus ou cuits, des matières grasses, toujours. On n'oublie pas d'ajouter un peu d'huile ou de temps en temps un peu de beurre ou de crème. Et selon qu'on a choisi de partager l'apport en viande, poisson ou œuf sur un ou deux repas, soit on va donner tout le midi, soit on va donner tout le soir, soit on va partager et donner la moitié le midi, la moitié le soir. À ça, on peut ajouter un laitage et un peu de fruits en dessert. Donc là, pareil pour le midi ou le soir. Et au goûter, donc là, on le disait tout à l'heure, donc là aussi, ça peut être l'allaitement maternel, ça peut être un laitage avec un apport en fruits, donc un peu de poire ou un peu de kiwi, un peu d'orange, ça peut être vraiment les fruits que vous allez trouver. Et plus ou moins un biscuit peu sucré ou un gâteau maison peu sucré ou une tartine, ça peut être tout à fait envisageable. Alors, est-ce que vous avez des questions, messieurs, C'est dames? ça. Effectivement, avez-vous certaines questions? Nous allons bientôt terminer la conférence sur l'alimentation. N'hésitez pas à nous poser vos questions auprès de deux professionnels de qualité. Allez-y, si vous en avez. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur les morceaux parce que mon fils a 17 mois et bon, au-delà du fait qu'il n'ait pas l'air d'en raffoler, il a surtout que 4 dents. Donc, effectivement, je me pose la question. Je sais qu'on me dit toujours qu'il peut mâcher un peu avec ses gencives et tout, mais j'ai un peu de mal à imaginer comment sélectionner des morceaux qui correspondraient à son étape actuelle pour qu'il ne s'étouffe pas non plus et qu'il ne galère pas. Parce que des fois, il les recrache. Enfin, il n'est pas fan, quoi. D'accord. Donc effectivement, en fait, il va pouvoir plutôt donc sur des morceaux qui vont rester quand même assez mous,
Là, on va éviter des trucs trop croquants où il va falloir vraiment beaucoup mastiquer. Donc, on va être sur des aliments plutôt mous pour qu'il puisse, donc, avec ses gencives, mais c'est aussi en fait en écrasant les aliments entre la langue et le palais. C'est possible aussi. Et du coup, plutôt des petits morceaux pour qu'il puisse avoir le temps de faire quand même un travail de mastication, même s'il a très peu de dents. Euh, voilà, plus les morceaux seront petits, plus ça va lui faciliter la tâche. Je me permets juste, après je laisserai quelqu'un d'autre juste pour répondre, parce qu'effectivement, les petits morceaux, nous, on a l'impression qu'il les avale tout rond au lieu de faire le travail de mâcher. Du coup, il apprend pas. Enfin, on ne sait pas trop. D'accord. Oui, il va falloir trouver le juste milieu pour que ça soit pas trop gros et qu'il puisse arriver à les mâcher facilement et en même temps pas trop petit pour qu'il évite de les avaler tout rond. Ouais, ok. Mais vraiment, et puis lui montrer avec l'exemple, hein, de lui montrer qu'il faut mastiquer, qu'il faut vraiment prendre le temps de mâcher. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc terminer notre atelier, conférence sur la diversification. Je vous remercie d'avoir participé. Agnès, un mot pour la fin? Bah, merci à tous pour votre attention. C'était un plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous. J'espère que ça vous sera utile et que vous aurez plein de clés pour pouvoir passer cette étape, notamment de la néophobie alimentaire, avec plus de sérénité. Alors, merci beaucoup. Donc, je vous remercie au nom d'Amoun Bouabbas qui n'a pas pu rester tout au long de cette conférence. Donc, merci beaucoup. Merci encore. Merci au réseau de santé périnatale parisien également. Et je vous donne rendez-vous, enfin, on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, donc le mercredi 13 décembre. Et ce sera sur le sommeil, qui est un sujet également très important. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir.